Donc, avez-vous des questions, observations sur ce compte-rendu? Pas d'observation, mais écoutez, je vais mettre donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Vous précisez aussi une information à l'issue des 14 points qui vont être mis en délibération. Il y aura aussi une intervention de Michel Kellard et Didier Cadreau sur un communiqué en ce qui concerne le soutien à la filière pêche de Cap-Atlantique, l'aglo. Donc je vous laisserai, Michel et Didier, nous lire ce vœu une fois les délibérations abordées. Alors, le premier point que nous avons à l'ordre du jour, il s'agit donc du vote du règlement budgétaire et financier. Donc, je propose à Hubert Delorme de nous présenter ce premier point. Merci, Monsieur le Président. Une petite observation avant de démarrer. Je sais que c'est une nouvelle formule, mais nous sommes 51 membres à ce conseil communautaire. Et il nous était proposé dans la nouvelle gouvernance de dire les sujets sur lesquels on voulait participer, enfin on voulait qu'il y ait débat ou pas. À ma connaissance, il y en a 2 qui ont répondu, ce qui fait pas beaucoup en pourcentage, on doit être dans les 4%, un peu moins. Ça veut dire que dans le règlement, enfin dans le courriel que nous a adressé le président, il était marqué que si on répondait pas, ça veut dire que c'est la règle de l'administration qui nous dit mot consent, c'est-à-dire qu'on accepte. Et en gros, je me suis dit, il y en a 49 sur 51 qui ont envie de se barrer le plus vite possible. On va juste donner lecture des sujets et puis on vote. Bon, alors, c'est la première. Je compte sur vous pour répondre systématiquement, même si vous êtes d'accord sur tout, vous dites je suis d'accord sur tout, et puis surtout, s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, les dire, parce que objectivement, deux réponses sur 51, c'est pas beaucoup. Alors, le premier sujet, donc le vote du règlement budgétaire et financier. Oui, Jean-Noël Desbois, pardon. Oui, moi je veux intervenir, moi personnellement, j'ai pas répondu à ça parce que j'ai pas vu ce papier-là passer, ni ce mail-là. Alors le mail a été adressé, alors on retrouvera la date, mais à l'ensemble des élus du conseil communautaire. Alors c'est pour ça, comme c'était une première, que je me suis permis de poser la question en début de conseil pour savoir s'il y avait toutefois des points à ceux qui n'auraient pas répondu que vous souhaitiez voir mis au débat. Donc M. Desquer-Sabiec m'a confirmé le point numéro 3. Voilà, c'est ça aussi l'objectif. Bon, c'est le premier, voilà. Après, on adaptera aussi, voilà. Il y a le règlement intérieur, mais bon, un peu de souplesse aussi entre nous. Hein. Hubert, je vous laisse. Alors, sur le vote du règlement budgétaire et financier, alors, je ne sais pas trop comment vous présenter. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes passés à la nouvelle nomenclature, la M57, nos services ont procédé à la rédaction, et je voudrais rendre hommage en particulier à Gaël et à Marielle qui ont rédigé ce règlement budgétaire et financier qui fait un certain nombre de pages, hein, mais qui est très clair, très concis et très didactique, même pour des gens dont c'est pas le métier et la profession de savoir comment ça fonctionne. Bon, alors, comme il est écrit dans l'enjeu opérationnel, objet de formaliser et de préciser les règles budgétaires et financières qui encadrent sa gestion en application des différentes règles et dispositions législatives, etc. Bon. Le document principal, de même que les autres annexes sur les APCP, sont très clairs. Dans le principe de fonctionnement de cette instance, ce que je souhaiterais, s'il y a des questions particulières, parce que je vais pas refaire la lecture intégrale du règlement budgétaire et financier, mais c'est simplement une formalisation, une explication très claire et je considère abordable par tout le monde de la façon dont on fonctionne. Alors,
outre cette généralité que je viens de vous livrer, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur des points particuliers, mais sinon je ne sais pas quoi dire, et je vous invite à adopter ce règlement budgétaire qui n'est pas gravé dans le marbre, hein, qu'on pourra adapter aux besoins à la suite des observations des uns et des autres ou des pratiques où on constaterait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est vraiment quelque chose qui est capable d'évoluer. Mais voilà, je ne sais pas quoi ajouter moi aujourd'hui sur le sujet. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Alors c'est justement voilà par rapport à l'expression qui était formulée à ce que ce soit mis au débat, donc des interventions sans doute nécessaires sur tel ou tel point sur ce règlement budgétaire et financier. Donc y a-t-il des questionnements, des observations, des interventions justement sur ce projet de règlement budgétaire et financier? Il n'y en a donc pas. Donc me voilà fort aise de mettre donc en délibération ce premier point. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc il est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2 qui va également nous être présenté par Hubert Delorme, là il s'agit donc de voter le montant du produit de la taxe GEMAPI. Hubert. Merci Monsieur le Président. Alors, on va vous présenter à l'écran un synoptique intéressant qui vous livre un petit peu les informations qui concernent cette taxe GEMAPI. Alors, j'avoue que je suis un tout petit peu surpris qu'on nous demande d'en discuter parce qu'en fait, c'est pas nouveau. Vous vous rappelez qu'en 2022, on avait prévu la création de cette taxe, que nous avons décidé de créer un isoler les sommes qui sont concernées donc par la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc, il y a, de mon point de vue, pas beaucoup de nouveaux. On sait que ça concerne à peu près l'État dans ses prescriptions concernant le prélèvement de cette taxe, limite a mis un plafond à 40 € par foyer la cotisation sur cette taxe. Dans les prévisions qu'on a faites, parce qu'on ne connaît pas tous les calculs, parce que c'est réparti sur un certain nombre de taxes, pas seulement sur les habitants, mais également sur les entreprises, mais à 1 million qui est notre budget sur la communauté d'agglomération, on sait que ça représente environ 10 € sur les feuilles d'impôt de nos concitoyens. Donc voilà un petit peu le sujet. Donc on faisait un petit peu avant de prévention et c'était dans le budget général de Cap-Atlantique. Maintenant, depuis qu'on a décidé que cette taxe-là, eh bien en fait on évalue au sein de la communauté d'agglomération les dépenses que nous avons à avoir. On communique ce montant à l'État qui, lui, va les percevoir sur les différentes personnes susceptibles d'avoir à payer cette taxe. Alors, là aussi, on a déterminé nos besoins et les budgets. Le budget spécifique GEMAPI avait été établi à 1 million. Vous voyez sur le tableau que vous avez là qu'il y a des subventions aussi par l'agence de l'eau, un certain nombre d'intervenants, la région, le département, etc. Ce qui fait un budget d'1,4 million globalement. Bon, moi la seule chose qu'on décide aujourd'hui, c'est que effectivement le budget alloué est de 1 million pour la communauté d'agglomération, et donc on fixe le montant de cette taxe à 1 million, et c'est ça l'objet de la délibération qui vous est soumise là. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Très bien, merci Hubert. Sachant que ce que vous avez évoqué, 1 € de recettes, c'est 1 € de dépenses engagées. Hein, c'est-à-dire que le budget, on ne peut pas lever plus qu'on soit en capacité d'investir, enfin en investissement, en fonctionnement. Donc 1 € de recettes, c'est 1 € dépensé. Est-ce que vous avez des questions, observations sur ce point, le montant fixé de l'enveloppe GEMAPI? Eh bien écoutez, je vais donc mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point numéro 3, il s'agit du vote des taux d'imposition directe locale pour 2023. Hubert. Pardon. Donc le vote des taux d'imposition, vous vous rappelez que lorsque nous avons débuté le municip, la communauté d'agglomération avait décidé une hausse d'impôt la première année, et depuis qu'on avance dans les opérations, la décision avait été de dire qu'on ne voulait pas toucher aux impôts, aux taxes, aux taux qui étaient appliqués par la communauté d'agglomération. Alors, le principe, c'est sur les impôts que nous connaissons, c'est-à-dire taxes foncières, taxes d'habitation, pour ceux qui en restent. Et nous sommes une communauté d'agglomération où il y a beaucoup de taxes d'habitation, puisqu'effectivement, les taxes d'habitation sur les résidences secondaires existent. Bon, le principe, c'était de dire qu'on ne touchait plus à la fiscalité. La seule chose sur laquelle on touche, qui est malgré tout de la fiscalité, qui est une taxe qui va être payée par les habitants de la communauté d'agglomération, sont le sujet qu'on vient de voir avant, qui est la taxe GEMAPI, qui effectivement va faire une colonne supplémentaire sur les feuilles d'impôt des habitants, donc ils vont l'avoir, mais ça, c'est pas une augmentation de nos taux habituels qui financent la communauté d'agglomération. Là, c'est vraiment une taxe dédiée au GEMAPI, enfin à GEMAPI, et puis l'autre taxe qui est susceptible d'évoluer et qui fait l'objet d'une autre délibération, c'est la taxe des enlèvements des ordures ménagères. Mais voilà. Donc, le vote de taux des impositions directes locales pour 2023, je veux dire que c'est né varié pur, il n'y a pas de modification par rapport à ce qui était voté auparavant. Donc, il n'y a pas de modification. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Très bien, donc y a-t-il des questions? Donc maintien des taux de 2022 sur 2023. Voilà. Donc je vous propose de mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, comme vous l'évoquiez Hubert, là il s'agit du vote du taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2023. Donc taxe d'enlèvement des ordures ménagères, je fais face à notre collègue Claude Baudet, dont c'est un des dadas. Les ordures ménagères, la bonne ordure, c'est celle qu'on ne fait pas. Enfin, le bon déchet, pardon. Donc, c'est une philosophie que partage la commission GSU et la commission finance. On travaille étroitement sur la gestion de cette grosse problématique, et on l'a vu tout à l'heure dans la réunion que nous avons eue ensemble. Les ordures ménagères représentent 22 millions dans le budget de Cap-Atlantique. C'est un montant extrêmement significatif. La philosophie de la communauté d'agglomération depuis un certain temps était de dire on essaye d'ajuster à la réalité de nos coûts ce qui est refacturé aux usagers. C'était ça le principe. Et comme nous l'avait indiqué Claude à de nombreuses reprises, on a une tendance à l'inflation des coûts qui est colossale dans les déchets, pour plein de raisons, pour des raisons économiques de la hausse des carburants, etc., etc. Il y a des raisons objectives. Il y a aussi la volonté du gouvernement de faire croître de façon très significative la taxe générale sur les activités polluantes, et qui coûte très cher, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va enfouir, on ne veut plus enfouir, l'État ne veut plus qu'on enfouisse, et donc à chaque fois qu'on enfouira, ça coûtera de plus en plus cher. Donc, l'idée pour nous, et ça relève aussi de la volonté qu'on a eue de mettre un budget distinct sur les enlèvements d'ordures ménagères, c'est pour que nos usagers, les habitants de la communauté d'agglomération, sachent exactement combien ça coûte et où va l'argent de cette taxe. Alors aujourd'hui, ce qui est le sujet de la délibération d'aujourd'hui, c'est de dire, on a regardé un petit peu les évolutions, le coût, etc. des choses, et on arrive à un taux de taxe qui vous est proposé donc de voter,
qui est à 9,67%. Alors, c'est toujours trop cher. On peut toujours se faire plaisir en disant qu'on est beaucoup plus vertueux qu'un certain nombre d'autres comités d'agglomération comparables à la nôtre. Bon, je veux dire que c'est toujours très cher et effectivement, ce taux qui vous est proposé d'accepter aujourd'hui, bah effectivement, l'habitant de Cap-Atlantique va voir sur sa facture que le taux a augmenté et qu'effectivement, il va payer une poignée d'euros complémentaires par rapport à ce qu'il payait avant. Il faut savoir qu'on est très attentif et la commission GSU travaille et les agents travaillent pour essayer d'optimiser les coûts indépendamment des prestataires et des délégataires avec lesquels on essaie de négocier au mieux, mais de faire en sorte d'améliorer la façon dont on travaille pour faire baisser les coûts. Bon, on essaye de tenir le plus possible ce taux le plus bas possible. La philosophie même du fonctionnement et d'un budget dédié, c'est-à-dire qu'on pratique la transparence et c'est le coût réel qui sera payé par les usagers. Donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous avez sur le sujet et on demandera à Claude, parce qu'il en connaît beaucoup aussi, à répondre à vos questions, mais l'objet de la délibération, c'est effectivement de voter ce taux à 9,67%. Très bien, merci Hubert. Alors, sachant que sur l'exercice précédent, le taux était à 9,42%. Donc là, il vous est soumis donc à 9,67%. Avec en filigrane l'objectif que nous tenons au niveau de Cap, c'est d'avoir un taux qui soit en deçà des 10%. Globalement, c'est la ligne rouge que nous ne souhaitons pas franchir et nous nous y tenons pour globalement ne pas alourdir trop le coût de traitement des déchets en incitant, et ça Claude l'affirmer, en développant en fait tout ce qui est tri, et je rejoins aussi cette politique-là qui est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, qui n'a pas de coût donc de traitement. Voilà. Donc voilà, donc il vous est proposé de passer d'un taux de 9,42 à 9,67%, et je vois le micro de Michel qui est là, à qui je laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle qu'en 2021, c'était 8,46. Donc, nous nous sommes abstenus le Croisic en 2022 et nous voterons contre également en 2023. Merci, Monsieur le Président. Très bien, merci Michel Kellard. Et nous sommes 3. Oui, d'accord. Parce que j'ai le pouvoir de Madame Toby. Très bien. Donc, y a-t-il des questions, observations sur ce taux déchet? Donc, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, les 3 élus Ville du Croisic, c'est donc adopté à la majorité. Merci. Le point numéro 5, lui, concerne le nouveau règlement relatif au fonds de concours. Donc, je cède à nouveau la parole à Hubert Delorme. Alors, les fonds de concours, eh bien, c'est relativement simple. Vous savez que quand nous avons commencé ce nouveau municipal, nous avions pris l'engagement de doubler les fonds de concours. Le conseil communautaire a voté la validation du pacte fiscal et financier qui règle un certain nombre de dispositifs sur la façon qu'on a de travailler ensemble. Bon, je veux dire que concernant les fonds de concours, outre le fait que l'enveloppe est passée de 1 à 2 millions, on a un nouveau règlement dont les changements majeurs sont les suivants, c'est-à-dire taux de cofinancement maximum qui était de 40%, il passe à 50%, donc ça c'est intéressant. Montant plafond de 200 000 euros par fonds de concours, il est supprimé. Et les fonds de concours annulés ou non sollicités sont remis au pot commun l'année suivante. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de dispositions. On avait essayé d'être le plus souple possible pour pas contraindre, pour pas obliger, pour qu'il reste beaucoup d'autonomie aux communes pour décider de la façon dont ils voulaient le faire. Bon, voilà un petit peu les choses. Vous avez le détail avec les fonds de concours par commune. Bon,
ce qui vous est proposé, c'est de valider ce règlement intérieur, la règle des 2 millions qu'on entérine effectivement dans les faits, et puis on accorde un délai maximum pour solliciter fonds de concours 2021 et 2022 au 31 octobre de cette année 2023. Voilà. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Très bien, merci Hubert. Donc, y a-t-il des questions, besoin de précision sur ce règlement sur les fonds de concours? Eh bien, écoutez, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6 que je vais vous présenter, donc il s'agit d'une modification dans les commissions thématiques, donc en lien avec l'arrivée de Rosanne Moreau, où il nous faut en fait revoir l'organisation et les élus qui siègent dans ces commissions, et également une demande que j'ai eue donc de Bernard Le Guen pour Camouel, pour remplacer aussi une de ses élus, et puis également une sollicitation que j'ai reçue de Monsieur De Kersabiec pour une inversion, enfin pour être remplacé par Madame Sylvie Coste dans les commissions ressources et mutualisation et dans la commission aménagement territorial. Donc ce qui vous est proposé au vote ce soir, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc pour la commission ressources et mutualisation, donc Monsieur Bernard Le Guen, Monsieur Charles De Kersabiec et Madame Rosanne Moreau. Pour l'intercommission aménagement territorial, donc là, il s'agit de Sylvie Coste qui l'intégrerait. Et voilà pour la composition et le changement de ces deux commissions. Pour information aussi, il a été décidé donc de désigner des membres dans la commission habitat et la commission numérique. Donc ça, c'est la délibération qu'on a adoptée le 9 février 2023. Donc là, nous nous rapprocherons les services de CAP auprès de chaque commune pour que vous nous fassiez, pour que vous nous remontiez un élu de votre commune, puisque après, ce sera par un arrêté que je signerai que j'entérinerai la composition de ces deux commissions. Donc, il s'agit ce soir, voilà, d'approuver, si vous en êtes d'accord, à l'unanimité, non pas à vote secret, mais à vote à main levée. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que le vote se fasse à main levée? Oui. Alors, pardon. Une opposition? Non, c'est pas une opposition. Non. C'était ma question, monsieur. Oui, je sais, mais juste pour rebondir sur un petit point. Pour la commission habitat, ce que je disais, c'est qu'on n'est pas sur un membre. On avait dit qu'on reprenait la commission PLH. Oui, c'est ça. Et il y a deux. Oui, alors en fait, c'est moi qui ai une lecture rapide. En fait, il est bien indiqué dans la délibération pour la commission habitat, c'est la liste des membres du comité PLH, dont elle est la prolongation. Donc, c'est uniquement pour la commission numérique où il faudra désigner un représentant par commune. Merci Norbert de cette précision que j'avais omis. Merci Nicolas. Ouais. Non, c'était pas pour le vote à main levée. Je taquinais aussi. Donc, écoutez, je vais soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Et donc, ça prend effet, voilà, à partir d'aujourd'hui, sur la composition des commissions. Alors, bien, jusqu'au point, le point 7 et 8, ben, je vais faire comme convenu la lecture du titre de la délibération et la soumettre aux voix. Donc, le point numéro 7, c'est la convention avec Polynice, donc c'est la lutte contre les rongeurs aquatiques envahissants. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, donc travaux d'eau potable, d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales, secteur des Saïlos, sur la commune de Saint-Liphard. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, donc, que nous allons développer, donc il s'agit du lancement de l'élaboration du plan de mobilité
et la création d'un comité des partenaires. Et je cède la parole à Pascal Puiset. Pascal. Merci, Président. Donc, le projet de territoire ambitionne d'apporter aux habitants une offre de mobilité alternative aux tout-voitures. Conformément à l'article L1214-3 du Code des transports, l'agglomération est tenue d'élaborer un plan de mobilité. Il doit être considéré comme l'outil pour construire une véritable stratégie de mobilité. Le Cap Atlantique est déjà engagé dans des actions opérationnelles, notamment dans le domaine du vélo et par l'intermédiaire du syndicat mixte des transports Lila-Presqu'île dans les transports collectifs et à la demande. Le constat est toutefois qu'il n'y a pas à ce jour de programme d'action global et structurant de la mobilité, d'où l'objectif de la création de ce plan de mobilité. Le plan de mobilité définit une stratégie à l'échelle de l'intercommunalité permettant de faciliter la mobilité des personnes et le transport des marchandises. Cap Atlantique s'engage à construire une offre adaptée au territoire avec des solutions de mobilité et d'intermodalité pour tout public, actifs, jeunes, personnes en situation de handicap, touristes. L'enjeu opérationnel est de pouvoir disposer d'un plan de mobilité exécutoire avant décembre 2025. La réalisation d'une évaluation environnementale qui devra analyser l'impact du projet de PDM sur l'environnement, qualité de l'air, consommation d'espace, problématiques énergétiques, bruit, paysage, etc. L'élaboration du PDM se déroule en 3 temps. Diagnostic et définition des enjeux, stratégie et un plan d'action. Au terme de cette élaboration qui proposera des instants d'animation et de concertation du public pour enrichir la démarche, le PDM est arrêté en conseil communautaire puis soumis pour avis aux personnes publiques associées. Il fait ensuite l'objet d'une enquête publique avant son approbation par le conseil communautaire. Il est proposé de pouvoir mettre en place donc un comité de suivi des mobilités réunissant les communes, le syndicat mixte des transports de Cap Atlantique et qui pourrait être sous ma présidence. Enfin, conformément au Code des transports et son article L 1231-5, un comité des partenaires sera créé. Il est proposé qu'il soit structuré en 6 collèges, élus du territoire de Cap Atlantique, représentants des partenaires institutionnels, représentants d'associations d'usagers et d'habitants, représentants des employeurs et structures d'insertion, représentants des transporteurs, représentants des structures de sécurité, de prévention et d'apprentissage. Donc un arrêté du président fixera la liste précise des membres du comité des partenaires. Les modalités d'organisation des séances sont détaillées dans le règlement intérieur du comité des partenaires. Donc conformément à l'article L 1231-5 du Code des transports, il sera procédé à un tirage au sort d'habitants pour siéger au sein du comité des partenaires. J'ai fait court. Mais écoute, Pascal, non efficace. Après, il s'agit, vous l'aurez compris, tout comme dans notre projet de territoire, un des enjeux majeurs qui concerne la mobilité et l'offre qu'on va pouvoir offrir à nos concitoyens sur notre territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour pouvoir répondre à ces enjeux importants sur notre territoire. Alors, y a-t-il des questions, observations sur ce plan de mobilité? Oui, Hubert Delorme. Alors, c'est plus une observation d'ordre général. En fait, je constate, et je pense pas être le seul, à voir une inflation de copiles, de copards, de tout un tas de trucs. Et je me dis, est-ce que c'est encore un comité Théodule? Parce qu'il y a quand même un certain nombre de monde, il y a plein de choses, etc. Et j'ai un petit peu peur que, alors que le projet de territoire, on a tous conscience de l'enjeu éminent que représentent les mobilités, là j'ai l'impression on ratisse tellement large et avec tellement de monde dans tous les trucs, les maires, on va passer notre temps dans des réunions et on va plus jamais s'occuper d'actions concrètes, etc. Et on va rester dans les trucs. C'était pour ça que j'ai demandé à en parler un petit peu, parce que j'ai vraiment une inquiétude sur cette inflation de comités, de partenaires, de ceci et de cela. Et c'était mon impression personnelle que je voulais partager avec vous. Mais sinon, je ne doute pas que des intentions qui sont très louables, parce qu'on est vraiment sur un sujet important, mais je m'inquiète au demeurant de cette inflation de comités. Voilà. Enfin, juste pour préciser, le plan de mobilité est quelque chose de réglementaire. On n'a pas le choix, il faut le mettre en application. On a déjà eu quelques rencontres et je les ai trouvées... je suis un peu d'accord avec toi, à l'inflation, nos agendas, on a tous les mêmes. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie dynamique et qui s'inscrivait complètement dans ce qui s'est passé tout à l'heure en première partie. C'est cette volonté des usagers d'être aussi associés à ce travail de réflexion
Et pour ma part, j'ai pris un certain plaisir dans ces premières rencontres qu'on a pu avoir, en tout cas l'élaboration de la mise en œuvre de ce comité, et avec une vraie volonté d'associer les partenaires. Et le retour qu'on a eu des partenaires qui étaient présents déjà était quand même très très positif, c'est-à-dire qu'ils se sentaient vraiment impliqués dans ce plan de mobilité. Franck, oui, intervenir. Merci beaucoup. Juste une indication pour Hubert, et malheureusement, c'est pas dans cette enceinte qu'on pourrait manifester notre étonnement quant à la création de commissions, de comités, c'est que c'est souvent des comités obligatoires qui nous sont imposés par la loi. Donc ici, on ne vote pas la loi nationale, bien évidemment, mais on peut transmettre le message à certains parlementaires. Je vous rappelle, ce matin encore, avec un de nos collègues, Norbert Savama, on a voté le CLUP. Alors le CLUP, c'est le comité local des usagers permanents du port. Là aussi, c'est imposé par le Code des transports. Donc voilà, ça fait partie de la vie locale des élus qui sont parfois soumis à la volonté législative et qui nous amènent à faire des réunions qui sont pas toujours utiles. Ça peut l'être, hein, en l'occurrence, comme le dit à juste titre Pascal, mais c'est pas toujours de notre volonté propre. Merci Franck pour ces précisions. Alors, sachant que dans la désignation pour Cap Atlantique, il s'agit d'un membre par commune qui n'est pas forcément non plus un élu conseil communautaire ou le maire ou vice-président, mais qui peut être une personne de votre commune. Non. Alors, écoutez, je vous propose de soumettre au vote donc. Pardon, Nicolas. Oui, Norbert. Oui, moi j'attire l'attention sur une chose, c'est-à-dire que, et c'est un exercice extrêmement compliqué, et je pense qu'on va tous le voir à travers les différentes commissions, Pascal, c'est que ces comités partenariales entraînent, ou en tout cas initient beaucoup d'attentes, effectivement une participation active, et puis en même temps, parfois peuvent devenir des lieux de friction par déception. Et je dis ça parce que, bon, tout simplement, je rebondis sur le courrier que je viens de recevoir aujourd'hui concernant le PCAET, et je trouve que c'est, je pense que peut-être, avant d'ouvrir ces commissions, qu'il y ait une méthodologie qui soit mise en place, et notamment pour essayer de faire comprendre que c'est un lieu de démocratie, qui est une excellente chose, et je rejoins totalement Pascal, un lieu d'association auquel justement chacun peut, au cours de ces séances, chacun peut s'exprimer, mais pour autant, ça ne doit pas devenir un lieu où c'est une exigence, c'est-à-dire que ce qui est exprimé devient une exigence et doit être nécessairement obtenu. Non, c'est un lieu de discussion et qui donne lieu par la suite à un arbitrage effectivement des élus. Mais voilà, je le dis parce qu'on commence à le vivre et que, au contraire, c'est un bel effort, c'est une belle dynamique, mais que chacun doit l'accepter comme tel, c'est-à-dire avec une décision au bout du processus des élus. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Norbert. Effectivement, on sait très bien qu'on ne pourra pas tout faire non plus, hein, qu'il y a des choix et que l'arbitrage reviendra quand même de toute manière aux élus. De toute façon, on est accompagné par un cabinet qui, lui, sera chargé justement de l'animation et de dicter les règles et dans quel cadre les échanges et la construction pourra se faire avec les limites qui seront à mettre aussi pour éviter les écueils que, comme tu décris Norbert, il faut qu'il y ait la traduction et les règles qui soient posées dès le début. Hein. Donc ça, le rôle du cabinet sur l'accompagnement de la rédaction de ce plan de mobilité. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, donc je propose de soumettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, jusque la délibération 10-14, je vais en faire lecture de chacune et mettre au vote. Donc, le point numéro 10, il s'agit donc de l'avenant à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage, aménagement d'un itinéraire cyclable sur le tour de côte du Croisic. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, donc il s'agit de la participation au transport pour favoriser l'accès à la voie scolaire pour tous. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point numéro 12, il s'agit de la requalification du parc d'activités Villejam-Guérande, réaménagement des rues Pierre et Préneuve. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 13, il s'agit d'un régime d'occupation des ouvrages publics de Cap-Atlantique par les équipements techniques de radiotéléphonie. Donc il s'agit de la fixation des redevances et des modalités d'occupation pour la période 2024-2032 et qui abroge et remplace la délibération numéro 16017 du bureau communautaire du 28 avril 2016. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le dernier point, le point numéro 14, il s'agit de l'approbation du protocole d'accord pour la maîtrise foncière des terrains de la SCI CTO Pôle Nautique par Cap Atlantique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Dans les points divers, donc, vous avez l'information sur les tableaux de décision donc, prises sous délégation et bon de commande que nous restituons à chaque conseil communautaire. Et je vais laisser, comme je l'ai indiqué en introduction du conseil communautaire, la parole à Michel Kellard sur le vœu de l'agglo. Merci, Monsieur le Président. Enfin, c'est moi qui parle, mais nous sommes de la même voix. Je ne sais pas si on se partagera le discours. Mais bon, c'est Didier et moi-même qui, ce soir, vont vous parler du soutien à la filière halieutique. La Commission européenne a présenté le mardi 21 février 2023 les grandes lignes de son plan d'action visant à protéger les mers de l'Union européenne d'ici à 2030. Si les mesures étaient attendues par les associations environnementales et le secteur halieutique, elles pénalisent grandement les professionnels du secteur de la pêche. Ce secteur est aujourd'hui menacé par ces mesures qui s'ajoutent à un cadre légal de plus en plus restrictif, au point que les professionnels de la mer redoutent la fin pure et simple de leur métier. Les raisons qui expliquent la colère de la profession sont nombreuses. La fermeture de nouvelles zones de pêche, la flambée des prix de l'énergie, le Brexit et le plan de sortie de flotte mis en place pour faire face à ses conséquences, ou encore la stigmatisation de leur activité sans distinction des pratiques pour certaines associations. L'application de ces mesures sans concertation préalable est un danger immédiat pour leur activité. La communauté d'agglomération de Cap-Atlantique s'est engagée dans son projet de territoire à soutenir les professionnels des filières locales. De la mer à l'assiette, les pêcheurs locaux sont reconnus tant dans leur savoir-faire que dans la qualité des produits pêchés. Dans notre communauté d'agglomération, les ports de pêche de la Turballe et du Croisic sont des leviers importants pour le développement de notre territoire, tant sur le plan économique que touristique. La filière maritime représente environ 872 emplois, dont 218 marins, et les deux criers ont débarqué 7551 tonnes de poissons en 2022. Depuis de nombreuses années, cette filière est engagée dans la transition écologique et a montré à de multiples reprises son engagement en faveur des pratiques de pêche durables et son action en faveur d'une cohabitation pérenne entre pêcheurs et mammifères marins. Une première victoire a été obtenue avec la confirmation qu'une interdiction des engins de fond mobiles dans les aires marines protégées ne serait pas imposée aux États membres de l'Union européenne, mais il est nécessaire d'aller encore plus loin. Par ce vœu, les élus de la communauté Cap-Atlantique souhaitent affirmer leur soutien à la filière halieutique face aux décisions de l'Union européenne et à la décision du Conseil d'État et demandent au gouvernement français d'agir en engageant un dialogue avec les professionnels de la pêche pour trouver des solutions à court terme permettant de protéger à la fois la ressource et les activités de pêche et en définissant un plan d'action à moyen et long terme pour garantir l'avenir de la filière halieutique. Soutenant les pêcheurs face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie due à la guerre en Ukraine, en pérennisant et en augmentant les aides à l'achat de carburant. Et enfin, accompagnant les pêcheurs dans la transition énergétique de la filière et la décarbonation des navires. Merci de nous avoir écoutés, Didier et moi-même. Merci à vous.
Merci Michel et Didier souhaite intervenir également. Monsieur le Président, je vous remercie pour ce vœu à notre conseil communautaire. Concernant le soutien de... Michel, si tu peux fermer ton... Michel. Pardon. Merci. Et demain, si notre filière est en difficulté, nous devons tous être unis. Monsieur le secrétaire d'État à la mer devait rencontrer nos pêcheurs du Croisic et de la Tourballe sur notre territoire. Mais soi-disant pour un problème de sécurité, a décliné l'invitation, mais préféré la mairie de La Baule et le Yacht Club. Une rencontre privée, on n'en en fait pas un état sur les réseaux sociaux ou dans la presse, surtout dans le contexte actuel, monsieur l'ouvrier. Vous auriez pu inviter des représentants de la pêche de notre territoire. Une récupération politique, maladresse, et demain, La Baule va quitter le clic, monsieur l'ouvrier. Où est la solidarité de notre territoire? Merci. Merci. Oui, Franck Louvrier. Alors, Didier, si vous pouvez éteindre votre micro. Merci. Oui, Franck. Ouais, vous permettrez de répondre parce que je peux bien comprendre qu'il y ait des attaques dans des situations difficiles dans lesquelles se trouvent certains élus, mais c'est pas pour ça qu'il faut les reporter sur d'autres élus. Je vais juste relater deux sujets qui n'ont rien à voir, hein, parce qu'il faut pas mélanger les choses. La première, c'est la situation difficile dans laquelle est la filière pêche, et je pense qu'il faut pas faire de polémique sur un tel sujet, parce que c'est un sujet grave, sur lequel je travaille depuis bien longtemps, bien évidemment, au sein de la région, et aussi en tant que président du port de La Baule-le-Pouliguen. La preuve, c'est que ce matin, nous avons réuni le comité syndical du port avec Norbert Samama, et on a réaffirmé notre total soutien à la filière pêche, qui a repris cette semaine. La réglementation européenne, il est clair, ne rajoute que de la crise à la crise inflationniste, et c'est ce que nous avons exprimé, notamment Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, lors de sa venue, pas du tout à la mairie de La Baule, contrairement à ce que vous dites, mais lors de sa venue sur la commune, à 21h, après avoir rencontré, bien évidemment, la filière pêche pendant toute la journée au Sable d'Olonne, dont des représentants, je tiens à rappeler, de la Turballe et du Croisic. Donc, cet échange qui était avec le ministre était un échange tout à fait intéressant et a permis de parler de l'ensemble des enjeux avec notre collègue Norbert Samama et aussi, bien sûr, de la situation particulière des travailleurs de la mer. L'Europe semble bien évidemment faire marche arrière, je ne sais pas si c'est le cas depuis quelques jours, sur la délimitation et notamment la taille pour l'accessibilité des aires maritimes, et ne souhaite plus, soi-disant, contraindre l'interdiction des engins de fond traînant. On verra ce qu'il en sera, c'est une situation qu'il faut suivre de très près. Vous savez, les pêcheurs sont les premiers, je l'ai toujours dit, on l'a réaffirmé aussi, les premiers protecteurs de la ressource. Il n'y a pas l'écologie d'un côté et les mesures de pêche pour la pêche de l'autre. Et bien sûr, on n'a pas entendu non plus les ONG pour faire des efforts. On le sait très bien, s'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de pêcheurs. Donc de ce fait-là, je pense qu'on est tous dans le même bateau et qu'on doit ramer dans le même sens. Je pense que faire des polémiques là où il n'y en a pas, c'est pas utile dans la situation dans laquelle on est, et surtout pour respect pour l'ensemble des professionnels de la pêche que je connais particulièrement. Mais au-delà de ça, je vois pas pourquoi on mélange le sujet du clic. Alors le sujet du clic n'a rien à voir. Le sujet du clic, c'est une décision qu'on a prise notamment avec le président du Capital Atlantique. Vous étiez, je sais pas là encore à cette réunion, où il est vrai que le choix a été fait pour La Baule, mais aussi pour d'autres communes de Cap Atlantique, de prendre des distances à l'endroit du clic pour la simple et bonne raison, c'est que, en ce qui concerne la ville de La Baule a un CCAS, un centre communal d'action sociale, dont le budget est de près de 4 millions d'euros, et a tout à fait la possibilité d'avoir comme compétence celle du clic. Et donc de ce fait-là, il était important qu'on puisse recentraliser notre politique de gérontologie sur La Baule pour qu'elle soit la plus efficace possible. Il y a plus de 50 personnes qui travaillent au CCAS de La Baule, et de ce fait-là, il était tout à fait normal que ce travail soit géré par le centre communal d'action sociale
et bien évidemment avec une action qui pourrait faire rougir bon nombre de personnes qui travaillent dans ce domaine-là sur le territoire. Donc c'est la raison pour laquelle on a demandé au département de reprendre notamment une compétence du CLIC. Ça ne fera que la 22e compétence du CLIC qui sera redistribuée sur la Loire-Atlantique. Et qui est pour nous important parce que, comme vous savez, on a une population plutôt âgée. On a sur Cap Atlantique 50% de la population qui a plus de 60 ans. Sur la Baule, 60% de la population qui a plus de 50 ans. Il est important pour nous de gérer ça au plus près. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir sur des sujets qui sont des sujets de fond, qui sont des sujets importants, sur lesquels il faut qu'on se mobilise tous ensemble dans la même direction pour permettre d'apporter les bonnes réponses à nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président. Merci, Franck. Oui, Pascal. Je voudrais juste rajouter une chose. Bon, nous, le CLIC, on n'est pas concerné puisque on est en commune morbihannaise et nous, on est rattaché au CLIC de Ploërmel. Et puis, c'était pas le sujet. Je voulais juste dire que j'étais en conseil d'administration de l'ANEL cet après-midi, avec Norbert d'ailleurs, et que l'ANEL s'associe totalement également à la filière pêche et fera également un communiqué de soutien à la filière. Je voulais juste rajouter ça. Bien, merci Pascal. Oui, Norbert. Oui, concernant déjà le premier sujet, je me permets de rebondir. C'est vrai que, et je remercie Franck à ce titre, qui n'a pas manqué de m'inviter puisqu'il s'agissait de présenter au ministre notamment le ponton solaire, n'est-ce pas Franck, qui est fait sur le port, sur le port de la Baule de Pouliguen. Et en l'occurrence, c'est vrai que moi je n'ai pas refusé cette invitation pour deux raisons. La première, parce que je ne manque jamais de rencontrer, et parce que ça fait partie de ma manière de faire. Je ne manque jamais de rencontrer aussi bien des personnes qui peuvent acquiescer à nos problématiques que celles avec lesquelles je peux rentrer effectivement en désaccord. Et au contraire, ça a été l'occasion pour nous, que ça soit Franck ou moi-même, de faire valoir un certain nombre de sujets de manière très franche et décousue, puisqu'il était entre 21h et 22h. Donc autant vous dire que voilà, c'était une heure extrêmement tardive pour se rencontrer, mais qui s'est faite de manière décontractée et franche. Et franche parce que ça m'a permis aussi d'aborder, et je le dis très clairement, ça m'a permis d'aborder le sujet du trait de côte, parce que c'est un sujet majeur sur notre territoire, et qu'il s'agissait aussi de faire valoir un certain nombre de situations et de positions que nous avions pour nos communes, et des difficultés auxquelles nous allions être confrontés, notamment en termes de financement, parce qu'il faut le savoir, au niveau du trait de côte, aujourd'hui, le financement et la compensation par l'État n'existent pas. C'est-à-dire que tout est à la charge des communes, et que ça nous a permis aussi d'aborder, et ce qu'a fait Franck et ce que j'ai pu faire aussi, d'aborder le problème de la pêche, puisque nous tenons, même si nous avons peu de pêcheurs sur notre port, nous avons 3 pêcheurs et nous y tenons parce que c'est avant tout un port de pêche et de plaisance. Voilà, donc en aucune manière nous n'avons souhaité nous défiler dans cette situation. Nous en avons parlé très clairement. Nous avons pu faire valoir aussi toutes les problématiques de notre territoire. Et pour tout vous dire, je rebondis sur le propos de Pascal, à l'ANEL, aujourd'hui, au conseil d'administration de l'ANEL, nous avons réitéré justement tout le soutien que nous portions à la filière pêche, et puis pas seulement, parce que ça a été l'occasion d'aborder lors de ce conseil d'administration des sujets aussi qui nous touchent tous, que ça soit les dernières évolutions en termes de taxes sur les résidences secondaires, que des problèmes de trait de côte. Donc, nous n'avions aucune intention, d'une manière ou d'une autre, de faire défaut à tous nos pêcheurs, loin de là. C'était pour nous l'occasion, puisqu'il s'agissait à travers cette présentation du ponton solaire, de rencontrer un ministre et puis de lui faire valoir non seulement les réalisations dans lesquelles on s'engageait, comme ça a été le cas sur le port de la Baule du Pouliguen, mais aussi de faire valoir toutes nos problématiques qui sont multiples pour des communes littorales, mais aussi pour l'ensemble de notre territoire. Voilà, donc je pense qu'on l'a fait absolument sans aucune polémique, et je crois que loin de nous, l'idée de ne pas continuer à poursuivre notre défense du territoire et des problématiques du territoire. Et quant à ça, je rebondis juste sur le CLIC,
Le CLIC, eh bien oui, nous aurions souhaité en tant que commune du Pouliguen de poursuivre notre adhésion de toutes nos communes au CLIC. Les choses ne se sont pas faites et ne vont pas dans ce sens-là. Ce que nous espérons, c'est que de toute manière, le CLIC éclairage se poursuive son activité, puisse se maintenir sur notre territoire, parce que, il faut le dire, alors je ne parle pas que pour ma commune, puisque nos communes sont de plus en plus vieillissantes, mais nous avons besoin d'un accompagnement des personnes âgées, et nous, pour une commune comme celle du Pouliguen, notre CCAS ne saurait y suffire par lui-même, et donc on a besoin de poursuivre cet accompagnement, et un accompagnement de plus en plus fort, dans des domaines de plus en plus variés, auprès des personnes âgées. Très bien, merci. Michel. Je veux juste dire que c'est vrai que Didier et moi-même, puisque vous rencontriez le ministre le soir, vous auriez pu venir nous accompagner l'après-midi. Merci. Eh bien, nous l'aurions fait avec plaisir, parce que effectivement, si vous m'aviez interrogé et sollicité, eh bien, sachez-le, et je le dis, Michel et Didier, je suis toujours à votre disposition, et au contraire, je serai venu avec grand plaisir. Il y a eu quand même beaucoup d'infos dans la presse, on a communiqué beaucoup. Monsieur Criot s'est excusé parce qu'il avait quelque chose en même temps. Bon, c'est vrai que, étant tout près les uns des autres, ça aurait été sympa. Mais je l'aurais fait bien volontiers, Michel, mais c'est vrai que je ne souhaitais pas m'immiscer ou me mettre en avant. Et puis, d'une manière ou d'une autre, la soirée de lundi était pour moi et cette rencontre officieuse, et je m'en suis tenu là. Et voilà, aujourd'hui, nous répondons à travers la presse à notre association, l'ASBP, mais sache-le, nous sommes extrêmement solidaires, et Didier le sait, en aucune manière nous nous serions défilés. Très bien. Bien, chacun a pu s'exprimer sur ce vœu que nous allons donc au nom des élus du Conseil communautaire de Cap-Atlantique-Laglo adresser au secrétaire d'État en charge de la mer au nom des 51 conseillers. Eh bien, écoutez, sauf si certains veulent intervenir sur des points, eh bien, je vous propose de clôturer cette séance de conseil communautaire, et nous avons donc la prochaine date fixée, le 22 juin 2023. Excellente soirée à toutes et tous. Merci.